L'astrologie n'a jamais eu autant d'adeptes. Internet et les réseaux y sont pour beaucoup. Les temps incertains donnent le besoin de croire. Les plus jeunes en parlent souvent avec humour, mais les signes du zodiaque les captivent. Susan Miller, star des astrologues et astrologue des stars américaines et anglaises, étudie les mouvements célestes depuis des décennies. Autrice de 11 livres à succès, son site Astrologie Zone est consulté des centaines de millions de fois par an. Jeune, Serge Brett-Morel fut membre de la Fédération des astrologues francophones. Dans son dernier livre, il expose son scepticisme au travers de son parcours et de faits historiques. 2 regards sur le ciel étoilé. Le ciel a toujours été une source de questionnement. L'astrologie est née de l'observation des connexions entre les mouvements célestes et les phénomènes terrestres. Des tablettes d'argile témoignent des premiers écrits en Mésopotamie. L'astrologie et l'astronomie se confondent alors en un seul savoir. Durant des siècles, les astrologues servent les souverains et les puissants. Le roi Louis XI les consultait en toutes circonstances. Charles Quint, empereur du Saint-Empire, prescrit l'enseignement de cette discipline. Dès le milieu du XIXe siècle, les découvertes de la science et de l'astrophysique moderne la relèguent au rang des croyances ésotériques. Pourtant, elle se popularise grâce à la publication d'horoscopes individuels dans les journaux. Depuis la Renaissance, les inquiétudes liées aux transitions d'époque font le succès de cette actuelle pseudo-science. Appréciée des artistes, l'astrologie est devenue la star des conversations des millennials. Le XXIe siècle sera-t-il cosmique ? J'étais fascinée par l'astrologie dès l'âge de 13 ans. Ma mère avait des livres à ce sujet dans la bibliothèque, mais ne voulait pas me l'enseigner. Il a fallu que je la supplie. Elle était très savante dans ce domaine. Je suis née avec une grave anomalie congénitale qui m'a fait faire des allers-retours à l'hôpital quasiment toute ma vie, sans que les médecins ne comprennent ce que c'était. Finalement, j'ai écrit au rédacteur en chef d'Horoscope Magazine, où il y avait une rubrique de courrier des lecteurs, pour demander si je pourrais jamais marcher à nouveau. Un jour, ma mère arrive dans le salon. « Tu as écrit au rédacteur en chef d'Horoscope ?» Elle prend le magazine sur la table et me dit « Tu es dans le dernier numéro ». Elle me fixe « Ça semble bon ». Je lui demande « Maman, qu'est-ce que veulent dire ces mots, ces termes astrologiques ?» Elle répond « Allez, d'accord, je vais t'apprendre puisque tu ne vas pas arrêter de me demander. » Mais ça doit rester un secret entre nous. À l'âge de 19 ans, je subis ma première grosse déception amoureuse. C'est la fin de mon premier grand amour. Et à ce moment-là, je m'effondre. Intellectuellement, je ne suis pas armé pour résister à ce qui m'arrive. Et donc, je commence comme ça à me tourner vers différentes disciplines ésotériques. C'est de cette manière que je rencontre vraiment l'astrologie en consultant des astrologues. Et un jour, en achetant un livre de prédiction astrologique, je tombe sur le portrait du Verseau, que je connaissais un petit peu, mais là, il est détaillé. Et on me décrit des choses que je n'ai jamais dites à personne. Donc à partir de là, je me dis, il y a quelque chose d'incroyable et il faut que j'aille explorer ça. De l'année 1995 à 1999, c'était la naissance d'Internet pour le grand public, pour nous tous. Je savais que ma vocation dans la vie était d'écrire. J'écris entre 30 et 40 000 mots par mois. Internet me donne l'espace pour faire des analyses complètes et détaillées. Et je suis très précise. À mon sens, écrire trop brièvement en astrologie est source de confusion et de malentendus. C'est une discipline qui demande beaucoup d'explications présentées de façon chaleureuse et dans une langue courante, sans être trop technique. Je voulais que les gens découvrent tout ce que l'astrologie pouvait leur apporter. Plus de succès et de bonheur, moins de stress et d'inquiétude, grâce à une structure qui vous donne des idées pour gérer des problèmes complexes. Je n'hésite pas à dire que les astrologues sont des poètes qui se prennent au sérieux. Quand ils utilisent leur symbolisme, que ce soit le Verseau, le Poisson et encore d'autres, ils sont obligés d'avoir une certaine culture de ces symbolismes.
Il y a donc vraiment une inspiration qui joue dans l'interprétation astrologique, ce qui fait que l'astrologue est très créatif. Il est très créatif et pour moi, il est même trop créatif puisqu'il y a énormément de symbolismes différents à gérer et il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y a vraiment une dimension artistique dans l'interprétation astrologique puisque finalement, l'astrologue raconte une histoire. Quand il va dire à la personne « vous êtes bélier » et donc, vous savez, les béliers sont comme ceci ou sont comme cela, il y a un peu une dimension de jeu de rôle. C'est-à-dire que la personne va s'identifier à un personnage idéal. J'observe les conversations entre les planètes et ce qu'elles essayent de me dire. Quand un angle de 5 ou 8 degrés sépare deux planètes, cela commence à être significatif. Elles peuvent soit faire un angle, soit être en conjonction, par exemple à midi. La conjonction est un aspect majeur, le plus puissant et le début d'un cycle. Lorsque l'angle est à 2 heures sur l'horloge, c'est un sextile, correspondant à 60 degrés, et c'est une source d'opportunité. Quand l'angle est à 3 heures, c'est un carré, signifiant que des failles apparaissent. L'heure est venue de corriger le tir, peaufiner les choses, améliorer-les. Ensuite, à 4 heures sur l'horloge, grande harmonie. Vous connaissez de vraies avancées. Au XIXe siècle, l'astronome Le Verrier calcule la position d'un nouvel astre, une nouvelle planète hypothétique qu'on va découvrir, qu'on va nommer Neptune. On découvre donc cette planète en utilisant les lois mathématiques découvertes par Newton, quasiment un siècle plus tôt, étant donné que Neptune présente encore des problèmes quand on essaye de prévoir sa trajectoire. On se dit que peut-être il existe une planète au-delà de Neptune qui justement serait à découvrir et qu'on pourrait découvrir par le calcul. Et ceci va durer pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, il n'y a pas besoin de nouvelles planètes au-delà de Neptune. Le problème, c'est qu'entre-temps, les astrologues avaient intégré cette planète, qui avait pris plusieurs noms. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette planète est toujours dans les logiciels d'astrologie. Les astrologues travaillent à partir d'un tableau des planètes et de leur position. Ils savent exactement où se trouvent Mars, Mercure, Pluton et les autres. Ces tableaux sont très mathématiques. Nous pouvons y voir les trajectoires des planètes et si elles se déplacent rapidement ou lentement. On appelle cela un éphéméride, du grec « éphéméra », signifiant « temporaire ». Et bien sûr, les planètes sont toujours en mouvement, comme nous-mêmes, qui devons avancer de concert avec elles. Rien ne reste jamais pareil en astrologie, et c'est très mathématique. Ce n'est ni intuitif, ni divinatoire, ou quoi que ce soit de ce genre. Si vous rencontrez un ou une astrologue se disant intuitif, à mon avis, c'est une personne à fuir, qui ne veut pas se plonger dans les calculs. Mon grand-père était ingénieur, né en Allemagne. Ma mère a hérité du talent mathématique de son père. Et sans doute qu'elle m'en a transmis un peu à son tour, car j'adore les maths. Il ne faut pas confondre la technique et la science. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des chiffres autant qu'on veut, mais s'il n'y a pas de méthodologie derrière, en fait, on n'en tirera absolument rien. Ce qui a contribué au prestige de l'astrologie pendant toute son histoire, c'est qu'elle s'appuyait sur les chiffres de l'astronomie. Et donc, on peut parler un petit peu d'intimidation mathématique. C'est quelque chose qu'on a dépassé depuis longtemps avec la science contemporaine, dont la complexité est bien supérieure à celle de l'astrologie. Les astrologues ont investi Wall Street depuis longtemps. William Delbert Gann, inventeur de méthodes célèbres fondées sur les mathématiques anciennes et l'astrologie, aurait prédit le krach de 1929. Des praticiens moins savants prévoient les hausses et les baisses du marché avec les influences des planètes sur les entreprises selon leur signe du zodiaque. Balance pour Disney et General Motors, Vierge pour Coca-Cola.
Dans le livre « L'astrologie, ça marche trop », tout est dans le trop en fait, on s'entretient sur mon parcours, que l'on reprend depuis mes débuts, comment je suis tombé dans l'astrologie, comment j'y ai cru, comment je me suis impliqué dans le milieu astrologique, comment j'ai voulu prouver l'astrologie tellement j'étais convaincu qu'elle marchait bien et tellement je voyais à quel point les astrologues ne savaient pas comment attaquer la question de la preuve, ce genre de choses. En astrologie, une chose méconnue du public, comment le saurait-il, c'est qu'il s'agit de cycles à l'intérieur de cycles, enchâssés les uns dans les autres, comme ces poupées russes avec lesquelles jouent les enfants. Il n'y a pas qu'un seul cycle. Je dois regarder l'ensemble du ciel en même temps. Voilà en quoi c'est difficile. Cela prend un temps fou car votre cerveau doit fabriquer la synapse adéquate. Heureusement, j'ai une mémoire photographique et cela m'aide énormément. Mais voilà, je passe mon temps à décrypter les symboles, les énigmes que m'envoient les planètes. J'adore ça. Chaque jour, c'est un nouveau puzzle. Et qu'est-ce qu'il cherche à me dire? Au XVIIe siècle, on comprend et on démontre que la Terre tourne autour du Soleil. Autrement dit, l'astrologie n'utilise plus le système du monde qui était le sien auparavant, quand on croyait que la Terre était au centre du monde. Ça remet en question vraiment l'un des premiers fondements de l'astrologie. Pour faire une comparaison avec la science contemporaine, celle-ci a l'habitude de gérer des systèmes bien plus complexes encore que ceux de l'astrologie. Elle s'interroge énormément sur la question de l'erreur. La science essaye de définir a priori comment elle pourrait déjà se tromper, afin d'éviter les erreurs. Quand elle en trouve, elle les intègre et elle essaye d'avancer en ne les commettant plus. C'est quelque chose qui est très difficile à intégrer dans la pratique de l'astrologie. Moi, j'ai essayé de le proposer aux astrologues quand j'étais encore parmi les astrologues, mais ils n'ont pas voulu, n'ont pas pu intégrer ces questions-là. Ce qui me plaît en astrologie, c'est que je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Vous avez de nombreuses possibilités d'utiliser les récompenses et les épreuves que l'univers vous envoie chaque mois. On peut tant accomplir en une année. Que voudriez-vous réaliser avant la fin de cette année? Je peux vous parler de certaines récompenses auxquelles vous ne pensez même pas, parce que vous pensez à autre chose qui vous donne du mal. Et pourtant, de ce côté-là, il peut se trouver de brillantes occasions que vous ne voyez pas, parce que vous êtes concentré sur autre chose. Mon travail est de vous montrer une vue d'ensemble. Et en ce qui concerne les difficultés, mon travail est de vous proposer une issue possible. Quand je croyais encore en l'astrologie, comme beaucoup d'astrologues, je disais que la richesse de la discipline faisait qu'on avait du mal à l'appréhender. Et on pense parfois que la science n'arrive pas à appréhender l'astrologie pour cette raison-là. Depuis que j'ai pris de la distance, je me suis rendu compte que la complexité de l'astrologie, c'était peut-être un problème. Parce que quand l'astrologue se retrouve face à sa carte de naissance, celle-ci est vraiment très complexe. Il doit avoir à gérer des dizaines de configurations différentes, voire plus, et il ne peut pas les utiliser toutes. Il est donc obligé d'en sélectionner quelques-unes parce qu'il les trouve plus parlantes, plus correspondantes, etc. Et à partir de là, il va proposer une mini-synthèse à la personne qui le consulte. Donc il devient l'auteur de ses interprétations. Il n'est plus vraiment le messager du ciel. J'écoute, puis j'examine le thème astral. J'écoute très attentivement, jusqu'au choix des mots employés par les personnes. Mon esprit est sans cesse actif, car il a toujours une raison de l'être. Alors j'essaye d'avoir un aperçu de cette personne, de comprendre ce qu'elle recherche, et je fais un grand plongeon pour l'aider. Je dois m'impliquer totalement. Et quand j'écris, je me dis, attends une seconde, les scorpions vont devoir bouger. Alors les gens attendent sans doute de moi que je leur dise ce que je vois. Par exemple, je ne savais pas comment mettre la question du logement en tête d'article.
mais je voulais l'inclure. Alors je la place dans le résumé du thème astral. Et je disperse ces petits morceaux de chocolat pour que les gens soient surpris et heureux de voir mentionner ce qu'ils espéraient. Ce qu'on appelle effet Barnum, c'est cet étonnement que l'on ressent à la lecture d'un texte qui nous décrit et qui est pourtant un texte très ordinaire, c'est-à-dire dans lequel beaucoup d'autres personnes vont se reconnaître et par exemple qui ne sont pas du même signe astrologique que nous. Quand on écoute son horoscope de presse, on est souvent victime de l'effet Barnum parce que on va nous décrire quelques traits généraux qu'on associe par exemple au signe du Bélier. Quand on sélectionne un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas l'astrologie et qui ne connaissent même pas leur signe astrologique et qu'on leur propose de retrouver une description de leur signe parmi plusieurs, eh bien, elles ne le retrouvent pas. Si elles ne connaissent pas l'astrologie au préalable, si elles n'ont pas l'habitude de s'y intéresser, en fait, manifestement, ça ne leur correspond plus. Prenez les stylistes, que j'admire tant parce qu'ils mettent tout leur cœur dans leur création. J'ai dit à certains quel est le moment parfait pour présenter leur collection. Par exemple, Mercure va rétrograder pendant 2 semaines en seconde partie du défilé. Donc, essayez de sortir vos collections un peu plus tôt. Je peux vous dire si vous allez avoir des ennuis avec la douane, et si vos robes seront bloquées trop longtemps, ou bien si des mannequins vont faire faux bond au dernier moment. À vous de trouver une solution. Je peux abaisser votre niveau de stress. J'aime particulièrement travailler avec les créateurs de mode. En 2000, un historien est allé dans la ville de naissance de Staline. Il a consulté les registres de naissance et s'est rendu compte, à sa grande surprise, que la date de naissance ne correspondait pas à la date officielle. Le problème, c'est qu'en l'an 2000, ça faisait déjà des dizaines d'années que les astrologues du monde entier utilisaient la date de naissance de Staline pour s'entraîner, pour entraîner leurs étudiants quand ils sont professeurs d'astrologie, ou même pour essayer de comprendre les grands événements du monde dans lesquels a été impliqué Staline. Et certains même ont utilisé ça pour essayer de prouver l'astrologie, pour montrer sa pertinence, pour comprendre les événements. Or, la date est fausse. Est-ce que vraiment les astrologues sont capables de déterminer le vrai du faux dans leurs interprétations ? Moi, réellement, c'est une question que je pose. J'appelle ça la fécondité du faux. Ça marche alors que ça ne devrait pas marcher, mais l'astrologue ne s'en rend pas compte. J'ai vu une pleine lune vraiment difficile et je suis allée sur Twitter. J'adore Twitter, c'est mon réseau préféré. Pour demander au lecteur, est-ce que j'ai exagéré cette pleine lune ? Au final, 85% ont répondu que non, que c'était effectivement affreux. Mais 15% ont dit qu'en fait, c'était une vraiment bonne période. Tout dépend donc de ce que vous avez dans votre thème astral. J'aimerais que les gens lisent leur signe solaire et leur ascendant, car en prenant connaissance des deux, ils auront accès à 80% de ce qui les attend et le moyen d'en tirer le meilleur parti. Mais rien ne remplace la lecture que peut en faire un astrologue. Et personne n'avait prédit la pandémie. J'ignorais que Pluton régissait les bactéries et les virus. Je ne le savais pas et je ne m'étais pas renseignée. Alors, quand ça a frappé, j'ai consulté mon livre et je me suis dit « Ouh là là, on en a au moins jusqu'en mars 2023. » Mais il pourrait y avoir encore une nouvelle pandémie. Dans les années 70, les astrologues du dictateur birman Ne Win lui conseillèrent de stopper le communisme. Comment ? En inversant le sens de la circulation de gauche à droite. Plus tard, le conseiller astral du général Tan Shui, chef de la junte militaire, lui prédit une fin proche s'il ne changeait pas de capitale. L'édification de la ville de Naypyidaw débuta secrètement au milieu de la jungle dans les années 90, à 300 km de Rangoon. 6 fois la taille de New York, elle compte aujourd'hui encore peu d'habitants. Les prédictions astrologiques avaient même fixé la date et l'horaire de l'arrivée des fonctionnaires dans les bureaux. Rien n'était prêt. Cette ville fantôme est devenue officiellement la capitale du Myanmar, la Birmanie, le 7 novembre 2005, sous le signe du Scorpion. Depuis quelques années, on assiste à un retour de l'astrologie, et notamment sur les réseaux sociaux. Il semble qu'elle est très très présente sur Twitter, par exemple. Par contre, il ne faudrait pas croire que l'astrologie a plus de succès, par exemple, que dans les années 80.
on a des informations qui circulent très très vite. Et ces informations circulent d'autant plus vite qu'elles provoquent des émotions. Quand on est fan d'astrologie, qu'on s'intéresse à son signe, on peut croiser sur les réseaux sociaux des tas de contenus qui vont justement générer soit de l'empathie, soit de la sympathie, soit de la colère, ce genre de choses. Et l'astrologie est très très propice à proposer des jugements sur les gens notamment. Le problème avec l'astrologie solaire, c'est qu'elle nous dit qu'il y a des bons et des mauvais moments, mais elle ne nous dit pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter comme ça, sans se poser de questions. Et d'après les sociologues, ça revient à développer une forme de conformisme social. C'est-à-dire qu'à force d'écouter l'horoscope qui vous dit « aujourd'hui, allez-y, demain, n'y allez pas », en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre les mécanismes de la société. Le boom de l'astrologie est devenu problématique, surtout depuis la pandémie. Par exemple, une jeune actrice encore inconnue, une personne pas vraiment célèbre, peut se dire « Bon, Hollywood ne fait pas de films, tout est confiné, maintenant devenons astrologues. Je lis de bouquins, c'est tout, et me voilà astrologue. » Toutes sortes de personnes inexpérimentées déferlent sur Instagram et Twitter et font payer leurs services. Moi, j'ai attendu 20 ans avant de facturer un thème astral. Ma mère avait insisté. Il te faut 12 ans d'études avant d'arriver à quelque chose en astrologie. Et ensuite, il faut obtenir des retours du public. J'ai donc étudié 12 ans. Mais je ne voulais pas faire payer parce que les gens venaient vers moi en pleine détresse et je ne voulais pas en rajouter. Quand on voit des astrologues, même souvent amateurs, sur les réseaux sociaux, qui ne se rendent pas compte des enjeux, des débats qui sont derrière toute la discipline, qui sont derrière l'influence qu'ils ont sur les gens, sur des adultes, mais aussi sur des enfants. Il y a énormément de personnes mineures qui suivent des comptes Instagram, des comptes sur Twitter, et qui vont s'abreuver un petit peu de toute une astrologie assez simpliste, et sans avoir jamais accès à une information critique, ou au moins à une information scientifique. Et personnellement, ça me pose un gros problème éthique. Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne se sont rencontrés en Verseau, un signe d'air. Et au cours des 200 prochaines années, ces planètes ne se croiseront plus jamais en signe de terre. Elles ne se rencontreront qu'en signe d'air. Le signe du Verseau sert l'humanité, la fraternité humaine, et fait des efforts pour créer un monde meilleur. Il est particulièrement lié à la médecine, aux sciences, à l'exploration. Et nous verrons de grands bouleversements se produire. Par exemple, la possibilité d'intervenir sur l'ADN des bébés pour supprimer des maladies qui se transmettent de génération en génération. Ça s'annonce passionnant, car rien ne sera comme avant. Et nous sommes prêts. Dès le milieu du XXe siècle, les sociologues ont compris qu'une certaine forme de désenchantement du monde, causé notamment par les développements scientifiques, amenait les gens à essayer d'aller chercher ailleurs une forme de bien-être, une forme de croyance, mais surtout un réenchantement du monde en général. Donc ce qu'on observe aujourd'hui avec l'astrologie, ça peut être un peu le même mécanisme vis-à-vis des technologies actuelles, vis-à-vis aussi d'une science qui est de moins en moins compréhensible. Les changements de société nous affectent de façon dynamique. Nous travaillons tous très dur et aujourd'hui aussi chez soi. On n'arrive plus à trouver le repos. Nous avons traversé une période éprouvante. Je dirais que le besoin de donner du sens à tout cela a pu pousser certaines personnes à se tourner vers l'astrologie. Mais elles doivent s'y plonger en profondeur, car sa forme superficielle est trop simpliste et caricaturale. Or, l'astrologie est sérieuse et complexe. Si au premier abord, on peut être soulagé, on peut être un peu plus heureux, acquérir un petit peu de bien-être par le biais de l'astrologie, ce sont des effets à court terme qu'il faut interroger. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences à moyen et à long terme. Régulièrement, on se rend compte qu'on a pris de mauvaises décisions à un instant donné, alors qu'on était persuadé
de prendre une bonne décision et qu'on était même soulagé de la prendre. Et finalement, la décision n'était pas bonne. Le problème est qu'à long terme, on s'habitue à certains automatismes qui se rapprochent d'une certaine pensée magique par laquelle on peut sur-rationaliser le réel, c'est-à-dire expliquer le réel à partir de causes complètement imaginaires et dont on va être dépendant. Pour moi, les gens naissent soit heureux et positifs, soit pas. J'ai traversé tant de problèmes de santé. Et quand quelque chose va mal, ça revient. Et pourtant, je vois toujours le bon côté des choses. Ma mère était comme ça. Quant à ceux qui ne croient pas, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas évangéliste. Tout le monde vous interroge sur ce qui l'inquiète le plus. Et moi, je réponds, d'accord, il faut absolument vous trouver un nouvel appartement. Et c'est une indication. Vous ne seriez pas venu vers moi avec cette question si ce n'était pas difficile. Donc, je peux dire que cela prendra un peu plus de temps. Je peux vous suggérer quels sont les mois les plus favorables pour trouver les meilleures opportunités. Je peux donc enrichir votre question et vous donner d'autres raisons d'être heureux. C'est mon travail de réellement vous montrer le bon côté de la vie. 2062. Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson consultent les planètes pour les terriens à des prix interstellaires. Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. Et vous, vous êtes plutôt astronomie ou astrologie ?